trouver des Est-ce que compromis. vous demandez la démission d'Emmanuel Macron? Non. Non. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron? Non. Mauvaise nouvelle, vous êtes né sur la planète Terre. Vous appartenez à une race qui s'appelle l'humanité, qui est vraiment une sale race. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Ceci n'est pas une vidéo. Ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu qui va tourner essentiellement autour de la censure du gouvernement et possiblement la démission du président. Mais je voulais commencer cette vidéo avec cette séquence-là. En tant que pur français d'origine lozérienne, je suis fier de te présenter le premier aligot halal de France. Ça, c'est Louis, à seulement 26 ans, il te propose l'un des meilleurs plats français, l'aligot, venu tout droit de l'Aubrac, mais en version halal. C'est une spécialité à base de pommes de terre mélangées avec du fromage. Ça a une texture élastique qui intrigue les petits comme les grands. Louis voit les choses en grand, te proposant un aligot préparé comme si tu étais en plein cœur de l'Aubrac. Il ne laisse rien au hasard pour te faire découvrir le véritable goût de cette spécialité. Rien d'extraordinaire au final, sauf que, un peu comme le boucher qui avait pour seul tort d'être noir et vendre de la viande halal, Louis, ce jeune restaurateur, a pris les foudres de l'extrême droite identitaire uniquement parce que son aligot est halal. Donc dans ce pays, grâce notamment aux médias, on a une frange de la population qui est tellement matrixée qu'elle harcèle, insulte et menace des commerçants dont ils ne sont même pas clients pour le simple fait de vendre des produits halal. Le travail de CNews notamment a bien fonctionné, on a pu le voir récemment avec la blague raciste d'Arthur Vatrigan. Là, ils ont quand même encore un peu de boulot à faire, parce que s'ils commencent juste là, ils sont un peu mous du genou, parce que si vous regardez la France, entre les croix des pharmacies, les 1000 villages qui commencent par Saint, les fromages, alors peut-être qu'ils vont dire que Pont-l'Évêque, on va le renommer en Pont Grand Maître ou Pont l'Imam en fonction du degré de soumission. Donnez pas trop d'idées. On va virer Et il n'est même pas repris par la présentatrice Sonia Mabrouk. On se demande bien que fait l'Arcom, parce que CNews est en roue libre complète. Mais je dis que c'est la faute des médias, mais les politiques sont tout autant responsables, voire plus. Donc quand on voit Bruno Retailleau, qui s'est distingué ces derniers mois avec des discours plus stigmatisants les uns que les autres, ça fait quand même plaisir aujourd'hui de le voir se débattre désespérément pour essayer de conserver son poste. Bien sûr que si une censure était votée, bien sûr que ça précipitera la France et les Français dans une situation intenable. Bien entendu que ce sont les Françaises et les Français les plus modestes, les plus fragiles qui seront d'abord touchés. C'est le mariage de la carpe et du lapin. Madame Le Pen, comment pouvez-vous accepter de mêler vos voix, celles de votre groupe, à l'extrême gauche, à cette extrême gauche qui, il y a quelques jours, déposait un texte pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. C'est lamentable. La politique, ce sont les convictions, c'est pas la tambouille politicienne. Vive la France! Il a donc fait les yeux doux au Rassemblement national pendant plusieurs mois, il leur a donné tous les gages possibles, mais ils vont quand même le dégager, c'est à mourir de rire. Mais il n'est pas le seul à être en panique, tout ce gouvernement illégitime va sauter, donc les autres ministres aussi abattent leurs dernières cartes pour tenter de sauver leur peau, et c'est très gênant. Ceci n'est pas une vidéo. Ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Censurer le gouvernement, c'est fragiliser la France qui travaille. Nos professeurs, nos agriculteurs, nos ouvriers, nos infirmiers. Ceux qui, chaque jour, font tenir la France debout. Cette motion de censure, c'est un moment de vérité. À ceux qui veulent à tout prix censurer, je leur dis, demain, il faudra assumer de priver la France d'un budget pour 2025, assumer de réduire le pouvoir d'achat des Français, assumer d'affaiblir nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, nos forces de l'ordre. Voter la censure, c'est choisir l'instabilité. Et dans ces temps incertains, seule la solidité de nos institutions peut nous protéger. Ils ont absolument tout détruit et ils ont encore le culot de prétendre qu'ils seraient la solution. Moi j'y vois uniquement un réflexe de classe, la bourgeoisie qui panique tout simplement. Car il me semble que le pays n'a pas connu de crise politique semblable depuis plusieurs décennies. Corrigez-moi en commentaire s'il vous plaît si je me trompe. Mais ce qui est le plus scandaleux, c'est que les médias ont appuyé ce discours alarmiste pour nous faire peur. En nous promettant, à nous les débiles profonds du peuple qui ne comprenons rien à rien, ils nous ont promis le déluge en cas de censure du gouvernement. Tous ces fonctionnaires qui n'auront pas de revalorisation salariale, l'éducation nationale qui attendait 2000 postes nouveaux dédiés au handicap qui n'existeront pas, l'immobilier, il n'y aura pas d'extension du prêt à taux zéro, les agriculteurs qui attendaient un nouveau mode de calcul des pensions agricoles, l'autonomie, il y avait de l'argent pour les EHPAD, de l'argent pour les départements, pour certaines allocations liées à l'autonomie terminée, la gendarmerie et la police nationale, notamment ce qui devait aller à la Nouvelle-Calédonie,
terminé. Mais le problème, c'est que le prix de la censure, il est plus large que ça. Combien de croissance envolée? Combien d'emplois ne verront pas le jour? Où sera le taux de chômage? Et quelle sera la prime de risque pour la dette de la France qui va être exigée par le reste du monde avec cette montagne de charges d'intérêt qu'on va traîner durablement derrière nous? Il est quand même là le vrai prix de la censure. Et vous pouvez retrouver ce discours alarmiste en boucle depuis près de 48 heures sur la plupart des chaînes de télévision. Donc très clairement, en tout cas c'est mon avis, les médias mainstream ainsi qu'une grande partie des hommes et femmes politiques de ce pays sont les ennemis des Français. En tout cas, eux nous considèrent comme tels. Il suffit d'écouter une minute une des conseillères de Macron à l'Élysée pour le comprendre. Et on aimerait tous vivre dans un monde où tout le monde est poli. Mauvaise nouvelle, vous êtes nés sur la planète Terre. Vous appartenez à une race qui s'appelle l'humanité, qui est vraiment une sale race. Où les gens sont franchement malveillants, je dirais même mauvais. Si vous pensez qu'il y a des gens qui vous veulent du bien autour de vous, vous êtes naïfs. Généralement, les gens veulent votre mort. Et donc, le fait qu'on arrive plus ou moins à cohabiter ensemble sans se tuer est déjà une espèce de prouesse absolue de civilisation. Si en plus, on ne peut pas dire la chose la plus évidente du monde qui est l'autre, il m'inquiète. Et donc la seule manière que je trouve de vivre avec cette inquiétude, c'est de l'insulter. Je pense que tout est dit, ce ne serait pas exagéré de penser que Macron nous déteste et nous voit comme des ennemis. D'ailleurs, il l'a dit, il ne quittera pas son poste jusqu'à la dernière seconde. Moi, je comprends qu'il nous fera la misère jusqu'au bout. Mais avant même qu'il annonce cela, le PS avait déjà dit, eux, qu'ils ne voulaient pas que le président démissionne. Est-ce que vous demandez la démission d'Emmanuel Macron? Non. Non. Est-ce que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron? Non. Non. Vous estimez qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout? Je veux qu'on puisse leur assurer une forme de sécurité et de stabilité, mais dans la justice. Vous ne souhaitez pas qu'Emmanuel Macron démissionne, vous ne souhaitez donc pas qu'il y ait la fin du macronisme en quelque sorte. Les mots de Jean-Luc Mélenchon, encore ce matin, dans le journal Le Parisien, qui dit « Toutes les manœuvres pour sauver le gouvernement Barnier ont échoué, il va tomber ». Et Macron, seul responsable de la crise financière et politique, doit s'en aller. Mais que Emmanuel Macron soit responsable de tout cela, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une nouvelle élection présidentielle? D'abord, je le dis à Jean-Luc Mélenchon, il est vraisemblable que Marine Le Pen sera très très haute au premier tour et qu'elle peut l'emporter. Honnêtement, ça me dépasse. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne votent pas. Comment un parti qui se dit prêt à gouverner et qui pense être la meilleure solution pour les Français ne souhaite pas que le président saute? Ça veut simplement dire qu'il s'accommode en réalité de la politique menée par celui-ci depuis près de 7 ans. Alors pour moi, le Parti Socialiste, c'est juste le centre-droit qui ne s'assume pas. On a tout déplacé à droite. LFI n'est pas d'extrême gauche, c'est la gauche classique. Il n'y a pas d'extrême gauche en France, mis à part des petits mouvements par-ci par-là. Enfin bref, en tout cas, le Parti Socialiste essaye déjà de prendre le dessus sur LFI, alors qu'il ne représente pas grand-chose au final. Et c'est très gênant. Olivier Faure lui a répondu ce week-end. Il lui a dit « Monsieur Jean-Luc Mélenchon, faites preuve un peu d'humilité. Oui, je ne vois pas très bien au nom de quoi Jean-Luc Mélenchon serait le candidat naturel, ni même pourquoi son programme serait, celui parce qui qu'il a fait s'imposerait 22% il y a 2 ans, alors que la candidate soutenue par Olivier Faure a fait 1,75. Je sais pas, je propose juste après, un le PS vous répond qu'ils ont remporté, qu'ils étaient... Le PS portait qu'ils étaient... Le PS... Il faut quand même admettre que les socialistes ont cette capacité à ne représenter quasi personne depuis plusieurs années, mais toujours être là, à l'affût de la moindre opportunité de gratter un poste. Ils ont été et sont toujours le parti de la compromission. Ce n'est pas pour rien que Manuel Valls, par exemple, se sentait bien là-bas. Écoutez d'ailleurs ce député LR le dire, en off, les élus socialistes se sentent plus proches des Républicains que de LFI. Et ce qui me dérange, c'est que ce qui ne se fait à la buvette n'arrive pas à se faire dans l'hémicycle. Ce qui fait à la buvette, c'est-à-dire bien sûr. Qu'est-ce qui se fait à la buvette? Qu'est-ce qui se fait à la buvette? Là, vous avez les députés socialistes qui vous disent « Mais bien sûr, on ne peut pas aller dans le chaos comme ça. On doit trouver des compromis ensemble. » Et quand tu lui dis, tu trinques avec lui, tu lui dis alors pourquoi on le fait pas? Bah parce que sinon je perds ma circonscription. Et pourquoi tu perds ta circonscription? Parce que j'ai fait une alliance avec des gens qui ont plus de différences que je n'en ai avec toi. Exactement. Les socialistes, pourquoi ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui? Parce qu'ils ont fait une élection contre nature pour gagner leur circonscription. Ils ne sont pas venus seuls. Ils ne sont pas arrivés avec ce groupe-là à l'Assemblée nationale seuls. C'est parce qu'en face d'eux, ils n'avaient personne de la France insoumise. Et donc ils ont fait un accord qui était contre nature. On est tous d'accord pour dire que tout ça n'a plus aucun sens. C'est la fin de quelque chose, et plus cette fin traînera en longueur, plus le dénouement sera sale et brutal, je pense en tout cas. D'ailleurs, on a Juan Branco, l'avocat des Gilets jaunes, qui est dans un délire en ce moment autour des guillotines, que ce soit dans un de ses livres ou même dans une publication X. Et juste cette évocation fait frémir la petite bourgeoisie des médias.
Juan Branco, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, Juan Branco, l'avocat proche de LFI, eh ben, il tweet cet après-midi sur X une guillotine en cours de fabrication. Ah, il a tweeté ce week-end. Hein. Et aussi le week-end, d'accord. Moi, je l'ai vu que cet après-midi, mon sang n'en fait qu'au tour. On comprend pas, en fait. Qu'est-ce qu'il dit sur ce tweet? Il fait un tweet, il poste la photo de la guillotine en construction dans un jardin, et il dit, elles arrivent, elles arrivent, elles sont Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on va tous guillotiner Macron, Barnier, Mélenchon. Non, mais c'est insupportable. Ce signal, il a 500 000 abonnés quand même, Juan Branco. C'est un vrai influenceur. Je trouve que ce signal est dégueulasse en fait. Ils n'ont absolument rien compris ou font semblant de ne pas comprendre. Ce que veut dire Juan Branco, je pense, c'est que nous sommes à la fin d'un cycle et que cette fin se fera de manière douce ou brutale selon les circonstances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rompre avec ce système dominé par la bourgeoisie. En bref, un système basé sur une élite qui s'engraisse sur le dos du travail des Français, mais également des colonies et anciennes colonies. Car il ne faut pas oublier que le développement rapide de notre pays et l'enrichissement de certains n'a été possible qu'avec le pillage des ressources minières, agricoles, mais aussi humaines des ex-colonies. Ce qui est devenu, après les indépendances, le système néocolonial de la France-Afrique, doit cesser immédiatement. Entre la France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye a même salué une autre décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Tiaroy, il y a 80 ans. J'ai envie de dire que cela arrive bien trop tard. La France aurait dû assumer pleinement et depuis bien longtemps l'entièreté de son histoire, de la plus glorieuse à la plus sombre. Mais pour cela, il faut avoir une vision à long terme pour l'avenir du pays, chose dont nos derniers dirigeants n'étaient pas dotés. Le 1er décembre 1944, au matin, des tirailleurs africains ont été rassemblés sur ordre des officiers français et il y a eu des tirs. Un certain nombre d'entre eux ont été tués et c'est là qu'on a différentes versions. L'armée française considère que des tirailleurs, pour protester, ont ouvert le feu sur des officiers, sur leurs supérieurs hiérarchiques, et qu'il a fallu réprimer cette rébellion armée. L'autre version, qui est défendue par plusieurs historiens aujourd'hui, fait état d'un bilan plus large, plus massif, de 300 à 400 tirailleurs tués. Et pour ces historiens-là, il y a une forme de préméditation. C'est un massacre qui a été préparé au moins la veille, avec l'idée de vouloir étouffer la contestation. La version officielle militaire a été celle qui est restée en place, c'est-à-dire celle d'une mutinerie qu'il a fallu réprimer. En mars 1945, donc quelques mois après le massacre, un procès qui a jugé 34 tirailleurs rescapés. Et donc cette théorie d'une mutinerie a été aussi entretenue par ce procès-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que 34 donc, ont été condamnés, certains à une peine de prison allant jusqu'à 10 ans de prison au Sénégal, et ils ont été graciés et libérés en 1947. Ils ont été graciés par le président socialiste Vincent Auriol. Cette amnistie, quand même, était une évolution dans le rapport de l'État français à cette histoire. Ensuite, il y a eu un long silence. En 2014, François Hollande est le premier président à s'intéresser à cette histoire. Il est à ce moment-là à Dakar, c'est le sommet de la francophonie. Et en marge de ce sommet, il se rend à Tiaroy. Et sur place, il regrette des événements épouvantables. Il parle de mémoire qui n'est pas glorieuse pour la France, mais il reprend le discours officiel, qui est de dire qu'il s'agit d'une répression sanglante. Alors oui, ce n'est pas simple de devoir assumer toute cette partie de l'histoire, mais c'est un travail nécessaire si et seulement si l'avenir du pays préoccupe réellement nos représentants. Mais j'ai plus l'impression qu'ils sont dans une volonté de diviser pour mieux régner et s'engraisser. Alors dans ce cas-là, oui, ils ont atteint leur but. Parce que le pays est plus divisé que jamais, notre nation est reléguée au 20e plan en termes d'influence sur la scène internationale. Donc vu ce constat, pourquoi pas une censure du gouvernement et une démission du président? Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, parce que les politiques ne le feront pas pour vous. Respirez un bon coup, dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!